dnešní host pan Mušár. Já vám ho krátce představím ještě na to, co jste si o něm mohli přečíst v tom dotazníku v Ústavě a na webových stránkách, ale viditelně on sám vám chce něco říct. Oui, d'abord, je suis très content d'être ici. Vraiment. Jsem moc rád, že jsem tady u vás. Je vous vois pas bien, mais c'est grave. Non, l'endroit est magnifique, je trouve. To místo se mi zdá úžasné. Oui, donc c'est un énorme. Je to velké štěstí být tady dneska s vámi. Il faut s'asseoir. Pan profesor Mušár je vydavatelem reví, z níž vám dnes bude číst jednu z povídek. Ta reví se jmenuje Poezí, přičemž to vnitřní E je vlastně nahrazeno takovým znakem N. Takhle vypadá reví, který je zástupcem šéfredaktora. Bude vám číst povídku o uprchlíkovi z Darfuru, tedy z prostředí, kde se válčilo, kde lidé umírali a odkud také prchali na všechny strany, aniž by byli jazykově vybaveni ke komunikaci s hostitelskou zemí. A tak se také stalo v případě toho hlavního hrdiny, o němž se dnes bude číst. Je to autentické setkání, kdy vlastně ta komunikace mezi panem Mušárem a dotyčným Darfurcem, řekneme-li to podle toho města, byla velmi komplikovaná, protože zkrátka on hovořil jenom rodným africkým jazykem a žádným jiným. Ale, a tady mě pan Mušár pověřil, abych vám trošku vysvětlil, jak to je. Vy jste se možná dočetli, že překládá také z němčiny, z korejštiny a z japonštiny. A on hned na začátku, když jsme se dneska potkali a povídali si, hned mě vysvětlil, že zejména těmi posledními dvěma jmenovanými jazyky vůbec nehovoří. Že tedy překládá z jazyků, z japonštiny a z korejštiny, aniž by je jakkoliv sebeméně ovládal, ale že má studenty z těch zemí, kteří studovali ve Francii, výborně mluví francouzsky a dokáží potom společně jít po smyslu té originální básně japonské nebo korejské a s jejich jazykovou pomocí a s básnickou výbavou pana Mušára ty věci překládat. A stejným způsobem, jako přistupuje k těm korejským a japonským textům, stejně přistupoval, jak říká, i k tomu povídání s tímhletím africkým hrdinou. Tak jako vždycky, četba bude trvat přibližně 30, možná o něco déle minut a po ní bude následovat diskuse, když se pokusím pomoci s vašimi otázkami a s jeho odpověďmi. Děkuji a přeju hezký večer. Merci. Mais si je dis juste quelques mots d'introduction pour ce texte, est-ce que vous voulez bien les traduire? Ještě několik slov na úvod před četbou. C'est un texte, je dis une phrase et puis si vous voulez, phrase par phrase. C'est un texte d'une nature un peu particulière. Je to trošku zvláštní text. Il s'agit dans ce texte d'un individu très réel. C'est pas une fiction. Není to žádná fikce, jedná se skutečně o postavu velmi skutečnou. Il s'agit d'un Africain du Soudan. Je tady o Afričana ze Sudánu. Qui s'est retrouvé en France dans des conditions dramatiques comme immigré clandestin. Který se ocitl ve Francii za dramatických okolností jako ilegální imigrant.
Et donc, les paroles que je lui prête dans le texte sont ces paroles, même si quelquefois j'ai dû un peu écrire. Takže slova, která v tomto textu vkládám do úst, jsou jeho slova, i když občas se musel trochu dopisovat. Le nom que je lui donne dans le texte n'est pas son nom. To jméno není pravé. Il m'a demandé de ne pas mettre son nom. Požádal mě, abych tam jeho jméno neuváděl. Parce qu'il a peur. Il a peur de la police. Protože měl strach z policie. Donc vous verrez, dans le texte, le problème du nom se pose à un moment. Tak vidíte, že v určitou chvíli v tom textu se objeví problém s tím jménem. Je vais essayer de lire. Merci. Teď se pokusím číst. Donc je crois que c'est ça. Dans ce texte, il y a épigraphe Ingeborg Bachmann. Je tam motto od Ingeborg Bachmannové. Qui sollicite ton avis au sujet de cet étranger? Et si, sans qu'on te le demande, tu le donnes, alors va-t'en de nuit en nuit, avec ses ulcères aux pieds. Va et ne reviens pas. Allez. Il fait un geste du tranchant de la main dans l'air blanc. Régulièrement, depuis des mois, nous parlons, dans la cuisine en général. Lui ai-je fait croire que sur les 3 ou 4 récentes années de dénuement qu'il a vécu, nous pourrions, dès lors qu'il vit chez nous et que nous prenons le temps qu'il faut, rabattre jour après jour des paroles comme un pli apaisant de couverture. Allez, vas-y, de sa voix terreuse, amère, et du bras, silhouette sombre à contre-jour, il mime qui vous libère ou vous chasse. Dans une rue, naguère, en Libye, ou après une nuit de garde à vue, dans une rue de Paris ou d'Orléans, ou à la porte d'un centre de rétention, au bord d'une route, dans la forêt d'Orléans, à des kilomètres de tout. Comment je fais? A-t-il dit aux gendarmes. Pas mon problème, allez, vas-y. Allez, va. Il expulse dans l'air des phrases qui, depuis des mois, sont restées incluses en lui comme des dards. Et soudain, c'est lui-même qui, debout devant la porte vitrée et lumineuse, face à moi, s'adresse à lui-même ces mots. Allez, vas-y. Allez. Il n'a nulle part où aller. Sinon, cette famille de blancs, comme il m'a dit, cette maison où il habite depuis bientôt 1 an, cette cuisine. Lui avons-nous donné de faux espoirs? Papier, travail, son ou notre impuissance administrativement entretenue a trop de chances d'être définitive. Ici, dit-il en se rasseyant lourdement, c'est pas la vie. Ou, je transcris, pas mal la vie. Claude, dit-il en regardant le carrelage gris, je vais partir. Verrou, pour risquer de disparaître dans une prison à Khartoum, ou s'il s'en sort au bout de plusieurs mois, afin de tenter de retrouver sa mère, ses sœurs disparues, ou ne serait-ce que l'endroit dévasté de son village, ou les débris de sa maison. Ici, martèle-t-il, je n'aurais rien à lui répondre, c'est pas mal à vie. Parole d'Ousmane, exilé du Darfour. Pourquoi avoir commencé par celle-ci, parmi tant d'autres que de sa bouche j'aurais entendu depuis près d'1 an et que je continue, au moment où j'achève ces lignes, d'entendre? Il les avait dites, voilà des semaines, mais elles étaient jusqu'alors restées en l'air, imminentes. Ce n'est que tout récemment, 20 mai 2008, que je me suis résolu à les écrire ou à les laisser par mes mains s'abattre noires. Notez ce que dit Ousmane, depuis bientôt 1 an qu'il habite ici, et qu'il vient régulièrement parler dans la cuisine en fin d'après-midi. J'ai scrupule à le faire pendant qu'il parle. Il hésite, il se heurte, moins à des manques de vocabulaire ou aux défaillances de sa syntaxe, qu'à sa rugueuse prononciation. Puis
soudain, ces phrases se bousculent. Et voici que sur la table encombrée, journaux, légumes, miettes, je ne trouve pas de papier. J'attrape un bout de journal ou une enveloppe déchirée, un crayon qui traîne, pour ne griffonner que mal de côté, à la dérobée, gêné. Puis je répugne à l'interrompre. Ne faudrait-il pas pourtant reprononcer ces mots, lui retourner, recomposer ces phrases? Ousmane s'interrompt souvent lui-même, visage tourné vers le sol. S'il relève soudain les yeux, je suis gêné d'être surpris à le regarder trop attentivement. Et que penserait-il s'il avait accès à des phrases qui, comme celle-ci, le décrivent? Il gratte de l'index le cadre en bois, grossier vernis qui pèle, fibre de pain, de la table, le plateau est de métal émaillé, mode d'il y a bientôt 30 ans. Bruit alors, arrivant à travers les vitres, variant selon l'heure du jour ou la saison. Vent, clochette au bois du toit bas de la cuisine, ou par la porte entrouverte sur le jardin, cri d'aiguille de mes anges. Mais qu'est-ce qui, émanant de son existence si longtemps quasi muette, comme de la mienne, souvent verbeuse, s'épaissit au-dessus de la table, entre nos visages, de l'impuissance double, redoublée. Parfois, je lâche le crayon, renonce. Je n'arrive plus à noter. Quand il arrive qu'à la tombée du jour, il va sortir, jamais il n'accepte de manger ici, il ira plutôt à une distribution de nourriture dans la rue, ou à un foyer, où se fera lui-même une petite cuisine. Quand il arrive qu'il se mette à parler avec emportement. Demain, au plus noir de la pré-aube, certaines de ces paroles, au-delà des ruptures du sommeil, réapparaîtront-elles, m'imposant de les transformer en phrases miennes, encore il est vrai à l'état d'ébauche. Allez, vas-y, à la vie, pas maladie. Paroles épuisées d'impuissance, coup de la main ou du bras ou de la voix, contre quelle masse environnant de toutes parts. Ces paroles-là, pourquoi a-t-il fallu, au moment où, début mai 2008, j'ai entrepris de commencer à fixer, aigle bête ce mot, les notes que j'ai prises de nos conversations depuis bientôt 1 an, qu'elles me reviennent en pleine figure et, au risque de me rendre incapable de remplir la promesse que je lui avais faite il y a des mois, celle de rendre un jour visible, mais pour qui? Ce qu'il dirait, sans il est vrai qu'il n'ait jamais l'air de se soucier de ce projet, sinon une fois, par une remarque peut-être ironique, sur mes délais indéfinis, comparables, me suis-je dit vaguement amer, à ces rendez-vous parfois manqués, ces oublis, ces négligences. Qu'elles me reviennent, ces paroles, qu'elles m'arrêtent. 20 mai 2008 donc, Ousmane venait de rentrer avec un papier de la préfecture, où, à tort avions-nous jugé, il s'était rendu sans être accompagné. Un permis de séjour, laissé passer, dit-il, d'1 mois. Or, antérieurement, il recevait des permis de 3 mois. Pourquoi ai-je pensé cette réduction? Qu'est-ce qui pouvait motiver cette soudaine restriction fabriquée par l'administration? J'ai alors imaginé, dans un accès, comme trop souvent, d'affolement inefficace, voire dangereux, que le processus engagé depuis quelques mois, après plus de 2 années sans le moindre titre de séjour, allait s'interrompre. Et quoi alors? L'expulsion? Mais non. 3 jours après, Ousmane a reçu une convocation pour la signature d'un contrat d'intégration. Restait pourtant que dans ce papier, que je lui lisais, faute qu'il puisse le déchiffrer, on lui réclamait une fois de plus, mais peut-être n'était-ce qu'automaticité des formulaires ou rituels administratifs, un passeport. Chez lui, m'a-t-il expliqué un jour, comme il a tenté de le faire pour l'administration, il n'a jamais eu de papier. C'est à la ville qu'on avait des papiers. Dans son village, à 150 km de Niala, rien de pareil. Les identités n'avaient pas besoin d'être écrites. Un vieux se souvenait des gens, de chacun, de sa famille. Et ce vieux-là si ce vieux-là venait à décliner, ou quand il mourait, il y avait déjà un autre pour prendre le relais. Aujourd'hui, cependant, a-t-il ajouté, sur le même ton âcre qui lui vient quand il constate l'impossibilité de rien savoir de ce qui, après sa fuite, est arrivé à sa famille, sa mère, ses sœurs, seules, sans homme,
Aujourd'hui, le vieux qui aurait pu se souvenir de lui, n'avait-il pas disparu, déplacé ou mort, avec peut-être tout le village? Mais d'abord, pour commencer, tourbillon d'accès, il faudrait simultanément tout découvrir, tout réouvrir. Qu'est-ce qui prouve qu'il est bien du Darfour? L'OFPRA, puis la commission de recours en 2005 n'ont pas ajouté foi à ces explications et assertions lors d'auditions où l'interprète semble n'avoir pas bien compris son arabe, ou du moins sa prononciation. Les attendus sommaires du refus incriminent sa manière de s'exprimer, jugée stéréotypée. A-t-on voulu insinuer que les précisions sur le Darfour par lesquelles il avait essayé de répondre à des questions soupçonneuses auraient pu être recueillies par lui hors du Darfour, au Tchad par exemple, parmi des réfugiés, foule à bord de quelques camps? Ou bien, avatar grotesque de notre tradition oratoire et de nos valeurs, pour réussir devant ces commissions, les candidats à la régularisation auraient-ils à déployer un art de persuader qui, de surcroît, avec élégance, saurait se dissimuler comme tel? T'as vu? C'est souvent, peu après être arrivé dans la cuisine, par ces mots qu'il commence, en s'asseyant face à nous, sous la lampe. La musique continue dans la pièce à côté. On commence à raconter, à essayer d'expliquer. T'as vu? C'est pas la vie. Moins de vie, moins de droits de possible que tous les autres. Avec tous les autres du Darfour qui, comme lui, s'étaient réfugiés au bord de la Loire, il avait été emmené dans un centre pour y attendre le résultat de l'examen de son dossier. Mais il est seul pour ne pas avoir été régularisé, vu autre désormais, même par eux, tombant mort. T'as vu? Être retombé sans plus d'attache dans les rues, tant de voix et des visages soudain sentis trop expressifs, ou seul au bord du fleuve, toujours susceptible pour qui survit dans les îles de se gonfler brun et menaçant. Quand il pleut, la voûte en béton d'une arche du pont de chemin de fer. Et toujours chercher à manger dans les rues, et revenir s'endormir par terre, se laver au réveil dans l'eau terreuse, pas de quoi se changer. T'as vu? Décourageant les moindres soins de soi pour qui est plombé de fatigue et d'humidité, membre à membre, en autant de poids insoulevables. Contact puant de la peau ou des muqueuses enflammées. Boue et sécrétion les fondent ou les soudent aux plis et coutures des vêtements. Se toucher écœure. Il faisait trop froid, il arrivait que des copains logés en foyer me fassent entrer en fraude dans la cuisine ou dormir quelques heures, tête sur la table. À 5 heures du matin, sortir. Et dans l'aube, attendre l'heure où s'ouvrirait, par exemple, la médiathèque où on est gentil, personne ne dit rien, somnolé pendant des heures. Mais d'abord, il ne s'appelle pas Ousmane. C'est lui qui, soudain, le 23 avril 2008, alors que nous conversons depuis plusieurs mois, m'a demandé de ne pas écrire son vrai nom, celui qui figure désormais sur ses papiers. Quel nom lui donner dans ce que j'écris, lui ai-je demandé. Il m'a proposé celui d'un ami, Ousmane. Ne serait-ce pas gênant, ou qui sait dangereux pour l'ami en question? Cet ami, m'apprend-il, est mort. Ousmane a été tué en octobre 2003 dans le nord du Darfour, du côté d'El Fachir, alors qu'il cherchait à passer en Libye. Personne, dit Ousmane, ne sait vraiment ce qui est arrivé. Tout le groupe avec lequel Ousmane voyageait dans un gros camion a été tué. Les tueurs étaient sans doute des Janjaouides, qui devaient savoir que ces voyageurs partaient pour la Libye et qui ont voulu l'argent des gens pour leur passage. Et le camion. Tout le monde est mort, répète Ousmane. Et la mort d'Ousmane, comment l'a-t-on su? Il avait une carte d'identité, lui qui avait vécu en ville, que la police a retrouvée. Le responsable du village,
t'as vu, c'est pas exactement le maire, mais c'est un peu comme ça, a été averti et a lui-même annoncé la mort d'Ousmane au village, de la famille, son père et sa mère, sa femme et ses 2 enfants. Il avait 35-36 ans quand il est mort. Il avait été mon ami pendant près de 2 ans. Il avait fait des études. Il était intelligent. Il aurait pu trouver du travail. Il avait travaillé à l'est du Soudan, au bord de la mer Rouge, dans un port. Il s'était marié là. Puis il avait emmené sa femme jusque dans l'ouest du Soudan. Au village, il habitait pas loin de chez moi. Pas la même famille, mais juste à côté. Mon père, mon grand-père connaissait sa famille. Allez, comment avancer enfin? Devrais-je reconstituer l'itinéraire d'Ousmane et au prix de recomposer ce qu'il m'en a dit, ne parlant presque jamais dans l'ordre chronologique, mais allant et revenant dans le temps, faire s'en succéder les étapes réelles? Ou bien faudrait-il que la succession ici se réduise à être celle des notes que j'ai prises depuis des mois, avec souvent quelques heures, voire une nuit de décalage, après nos conversations? De quel début incontestable, ou du moins chronologiquement évident, aurais-je dû partir? De juin, juillet 2007? Ce fut alors en réalité un second début. Dans la rue du centre de la ville, Orléans, par hasard, un samedi soir, une nuit de fête, celle, je crois, de la musique, Hélène fut abordée par quelqu'un que d'abord elle ne reconnut pas, mais qui, quoique difficile à comprendre, voix embarrassée, mots qui se cherchaient trop longuement au milieu des bruits ou des sons éclatants dans la rue, parvint à lui rappeler une rencontre de 2 ans antérieure. Il avait, par chance, un portable, cadeau auprès de copains, dont il lui donna le numéro. Le lendemain, un dimanche, donc, j'ai appelé. Ce n'est pas lui, mais un de ses amis, je le nommerai ici K, parlant assez bien le français, qui m'a répondu. Et nous avons pris un rendez-vous, eux deux, Hélène et moi, pour le lendemain, un lundi. Mais ne faudrait-il pas d'abord que je remonte à la toute première rencontre, de 2 ans plus ancienne, entre nous et Ousmane, et que je raccorde ce que j'écris ici, ou plutôt ce qu'à partir des notes je fixe en juin 2008, à ce que rapportaient des pages publiées il y a déjà plus d'1 an dans la même revue Poésie. Au bord de la Loire, un dimanche après-midi, en 2004, alerté par le correspondant du journal Le Monde à Orléans, nous avions rencontré des clandestins vivant dans de petits édicules en béton, probablement des abris de jardins ouvriers désaffectés au milieu de broussailles. Et puis, nous avions, à leur demande, emmené 2 d'entre eux d'abord à l'hôpital, en vain, puis chez un médecin de garde. Ces 2-là, nous les avions enfin quittés dans les rues d'Orléans, non sans hésiter, au crépuscule. Quelques jours plus tard, nous avions appris que la préfecture avait fait transporter tous ces gens dans un centre d'hébergement provisoire à quelques 20 ou 30 kilomètres d'Orléans. Quant aux cabanes, elles avaient été très vite détruites et le sol débroussaillé avait été livré aux promeneurs. Ousmane était l'un des 2 que nous avions accompagné à une consultation médicale. Il avait été aussi, bien sûr, l'un de ceux que la préfecture avait quelques jours plus tard fait héberger dans ce centre où, pensions-nous, ils avaient pu, en tant que réfugiés du Darfour, attendre leur régularisation. C'est donc, après une longue interruption, un quasi-oubli de notre côté, et pour Ousmane, la catastrophe du rejet par l'OFPRA, que la relation avec lui connut un second début. Hier, 16 juillet 2007, ai-je noté il y a bientôt 1 an, fin d'après-midi, au Lutetia, face à la cathédrale, grand visage blanchâtre 18e siècle, ni vieux ni jeune, tourné aveugle, et soudain le soir se colorant d'oranger, face à l'ouest, illumination du ciel de Loire, et non loin des blocs en dalles synthétiques des annexes administratives de la préfecture. 4e rencontre avec Ousmane. Après 3 autres, où urgence première, nous avions lu, Hélène et moi, les papiers qu'il transportait dans une chemise en carton verdâtre émietté, et que seul son ami K, lui aussi de Darfour, et qui était présent, avait pu quelque peu lui traduire. C'était la première fois qu'Ousmane venait seul. K n'avait pu, cette fois, l'accompagner. Un rendez-vous avec une assistante sociale. K, qui, lors de nos 3 précédentes rencontres à ce même Lutetia, jouait le rôle d'interprète, n'a que 22 ans. Ousmane en a plus de 30. K a été à l'école jusqu'au niveau du bac, il a étudié l'anglais, il parle français, même si, dans un demi-sourire permanent, il parle trop vite.
Ousmane est, c'est du moins ce que je crois alors capter, mais j'apprendrai plus tard que son passé est plus compliqué, est un paysan. Il n'a fréquenté qu'un petit nombre d'années l'école coranique. Lors de nos 2 premières rencontres, Ousmane ne nous a parlé que par l'intermédiaire de cas. Mais à la fin de la 3e rencontre, 9 juillet 2007, je me suis retrouvé seul avec lui. Et j'ai constaté qu'il parlait un français étrange, appris à écouter les jeunes dans les îles de la Loire, et pour moi, à reconstituer au vol. C'est à l'issue de cette 3e rencontre au café que j'ai emmené Ousmane à quelques centaines de mètres de là, près de la gare, chez Carrefour, pour lui acheter un sac de couchage et une petite tente légère, dépliable d'un coup, une petite chambre, s'est-il dit. Ce qu'il a commencé à me dire de ces nuits dehors, si à tâtons j'essayais d'en redire quelque chose, ce ne pouvait se faire sans incorporer ce que j'ai entendu, vu ou imaginé autrement des mois plus tard, en le suivant sur les bords de la Loire, ce jour de novembre 2007, nous sommes retournés sur des lieux, une maison vide, squattée quelques jours en plein hiver, où ne subsistaient certes pas ces traces, mais où il m'en a montré d'autres, à peu près semblables, disait-il. Pour lui, en tout cas, trop reconnaissables. Étrangères familières, creux de couchage éphémères, nids d'herbes sales, formes de corps, débris, le très peu que laissent, en repartant le matin, ceux qui doivent toujours tout emporter avec eux dans les rues. Couverture, rares vêtements, un minimum d'aliments. Rien ne peut être laissé sur place. Les employés municipaux ont instruction de tout ramasser ou détruire. Et chaque fois, avoir à tout reformer dans un minimum d'enroulement de soins de soins. Et si c'était un enfant mien, adulte, déjà vieux, qui, par impossible, serait rencontré, épuisé, sans regard, au détour d'une rue étrangère, trop familière, terreur, confondue dans la tendresse. Le temps s'est effondré devant lui. Il ne cesse de tomber dans un fossé plein de feuilles noires pourrissantes, puanteur d'une tristesse absolue, pour se laisser submerger. Viens, tu ne vas pas rester là comme ça. Et impuissance se redouble. Il ne désire plus rien, plus accessible. Viens donc, impossible de l'arracher à cette décomposition de lui, désormais connue, trop goûtée. Et je t'en supplie, viens, allez. Le 16 juillet, première conversation complètement seule à seule, sous le regard vaguement inquisiteur de la patronne du café, qui déjà nous reconnaît, j'ai interrogé Ousmane sur sa vie au Darfour, avant que les violences exercées par qui au juste, la question va courir pour ses propos ultérieurs, ne commencent, ou du moins ne deviennent insupportables. Il travaillait la terre, a-t-il dit, avec son père. Non, me suis dit plus tard, en reprenant et en confrontant certaines de mes notes, son père, à l'époque, était mort. Et dans des conversations ultérieures, c'est de son grand-père qu'il parlera. Ou plutôt, il aura d'abord dit grand-mère, puisque, m'expliquera-t-il, il parlait du père de sa mère. Ce qu'il faisait pousser, j'ai du mal à le comprendre. De la main, il me montre la hauteur des plantes. On élevait des moutons. Il a insisté sur les agneaux, sur la possibilité de les vendre. Il a parlé du marché, mais je n'ai pas bien compris ce qui pourtant paraissait important, un véhicule. Soudain, Ousmane glisse comme un rapide message en surplus, en ajoutant que c'est la première fois qu'il le dit. Vais-je tout à l'heure, en rentrant chez moi, tirer de ces mots-là une satisfaction, celle d'inspirer confiance, un rosâtre et bleu. Ousmane glisse qu'il a songé mourir. Il parle encore des îles de la Loire, autrement que la fois précédente. D'une particulièrement qu'il aime bien, belle pour lui, oui,
Là, des gens viennent, des jeunes, des couples de jeunes, jusque tard dans la nuit, 2-3 heures du matin. Gentils, oui, oui, je les écoute. Après notre rendez-vous du 16 juillet, une chambre, un studio récemment aménagé, douche, WC, coin cuisine, que nous louons, s'est trouvé libre au 2e étage de notre maison, vieille, vaste construction d'au moins 2 siècles. Nous avons pris la décision, qui restera active, dangereusement abstraite dans toute la suite, de lui proposer d'habiter là. Le 23 juillet du Lutétien, où nous nous sommes retrouvés de nouveau avec K, nous venons, traversant la Loire, à la maison. Je lui montre l'endroit. Il dit très vite, visage baissé, larmes, humiliation, erreur. Il fait dire par K, je ne peux pas payer, pendant que K traduit, il fait un geste d'impuissance des 2 mains, même pas l'eau ou l'électricité. Silence. On se fait soudain trop sensible en connexion vitale le plus banal. Bruit dans les murs, trépidation douce des continuités permanentes, des connexions coûteusement partout entretenues, l'eau qui arrive, au bord de la municipalité avait coupé, ou les eaux usées, éviers, WC, qui s'évacuent, câbles électriques, on en voit quelques-uns, lourds et noirs, par la fenêtre de ce second étage. Le pas, bien sûr, silence, cri de martinet, ou, dans la lumière affluent horizontale du dehors, zébrure du vol d'une hirondelle sans couchant sur le gouttier d'Artrouche. J'ai eu peur. Au fond du grand bateau, j'ai vomi. J'étais en sueur. J'ai cru que j'allais mourir. Commencer par des phrases comme celle-ci, entendues des semaines plus tard. Un début au milieu de la Méditerranée, entre Libye et France, in medias res, du pathos. Ousmane ne savait pas ce qu'était le mal de mer. Si on me donnait une cigarette, elle me tombait de la bouche. Il rit. J'ai pensé qu'on m'allait peut-être donner quelque chose avec la nourriture. Je n'osais plus manger. J'avais peur qu'on nous donne quelque chose et puis qu'on nous jette à la mer. J'ai pensé que je ne reverrais jamais ma famille, ma mère, mes sœurs. Je pensais à mon grand-père. C'était en mai 2004. Et la traversée a duré 8-9 jours. 2 jours sur un petit bateau de pêcheurs, plastique, est-ce bien ce qu'elle dit, et 7 jours sur le grand bateau. Sur le petit bateau où il s'est trouvé 7 personnes. 4 Soudanais, 2 Somaliens, 1 du Burkina Faso, le seul francophone. Puis, on se retrouve sur le grand bateau avec d'autres clandestins, 40, 50. Sur le grand bateau, bien sûr, les clandestins ne sont pas tous ensemble, ils sont cachés dans plusieurs endroits. Dans chacune des petites cabines destinées au repos du personnel est prévue pour une autre personne. On s'entasse à 7. On a peur. On crie des choses qu'on ne comprend pas. On a peur que la police arrive. Tout le monde alors irait en prison, même les gens qui travaillent sur le bateau. Pas parler, pas tousser, pas éternuer. Ousmane s'efforce de le retrouver, de se souvenir de lui-même. Il sent bien que je cherche à m'approcher au plus près des sensations de moi. Et puis il a peur. Moi j'ai peur. C'est pas quelque chose de normal. On t'a pris le portable, la montre, le briquet, les papiers d'identité, si tu en as, avant de monter dans le petit bateau. Tu prends rien. On mange une fois par jour. Comment fait-on pour pisser? C'est moi qui demande, je suis un peu gêné. Quel mot employer? Nos propos sont toujours retenus, pudiques. Gêné, mais pas trop, il rit. On pisse par un petit trou, on hublot. Et pour le reste, on a du plastique. Tu jettes aussi par le trou. Au moment d'arriver en France, en prenant un autre petit bateau,
il a dû enfiler un uniforme de la compagnie. Après débarquement, vers 21h, on attend jusqu'à 3h du matin. On boit un café, un type nous prend en camion, nous emmène à la gare, paie le ticket jusqu'à Paris. L'autre fois, ou plutôt plusieurs fois, Ousmane m'a expliqué le système compliqué de garantie à l'autopasseur. Si j'ai bien compris, dans le train pour Paris, ils ne sont plus que 2. À Paris, c'est le matin. On est là, sur le trottoir. On ne connaît rien. On voudrait un petit service, un peu d'aide, renseignement. On s'adresse plusieurs fois à des gens qui passent. On choisit toujours quelqu'un qui a l'air arabe, qui doit parler arabe. Et toujours, il se méfie, après tout, il ne sait pas. Quelqu'un, encore, passe, parlant à son portable en arabe. On essaie encore, on s'adresse à lui. Ça. Est-ce que... Ah, le micro. Sinon, je peux me poser moi-même des questions. Je m'en pose énormément. Chtěla jsem se zeptat, váš text vykazuje formální znaky narrativu traumatu, něco jako to Morrison's Beloved. Zabýváte se otázkou časovosti, ten text je rozbitý poněkud. Traumatisme narrativ. A jak se chtěla zeptat, zda je tam vědomá inspirace teorii traumatu, ať už kulturního nebo psychologického, či se jedná o náhodu? Qu'est-ce qu'on fait de celui-là En effet, je comprends votre question, je crois. Cette histoire... Ah oui, là, il faut traduire, c'est ça? D'accord. Donc, en effet, je comprends cette question. Elle touche à une théorie qui s'est surtout développée aux États-Unis, la théorie du trauma. Rozumím vaší otázce, týká se pravděpodobně teorie, která se vyvinula, vznikla především ve Spojených státech, té teorie traumatu. Est-ce que ma réponse peut être un peu longue, là, ça fait rien? Bien sûr, ça va. D'accord, ok. Parce que c'est un peu une question compliquée. Dá se, jestli odpověď může být delší, protože je komplikovaná. Říkám, že samozřejmě, že máme čas. Premier aspect, première réponse. Non, en écrivant ce texte, je n'ai pas pensé à la théorie du trauma. První odpověď. Když jsem ten text psal, na tuhle teorii jsem nemyslel. Deuxième réponse. Cependant, je connais cette théorie. Druhá odpověď, nicméně tu teorii znám. En fait, il se trouve que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai écrit un certain nombre d'essais sur des textes littéraires témoignant de situations extrêmes, de violences extrêmes. Napsal jsem několik esejů, které shromažďuji teď v jedné knize, esejů týkajících se mezních situací násilí. J'en ai fait un gros livre d'ailleurs, récemment. Nedávno už vyšla poměrně obsáhlá kniha těchto esejů. Et donc, pour ce genre de travail, pour ces essais, en effet, je pouvais me référer, je ne l'ai pas fait explicitement, mais je pouvais penser à ces élaborations théoriques sur le trauma. Tedy
tedy pro tyhle ty eseistické práce, aniž bych se k nim nějak upínal a vědomně na tom pracoval, mohu se samozřejmě vztahovat k té théorie traumatu, o které mluvíte. Pour le dire d'un mot, si je ne me trompe pas, à mes yeux, la théorie du trauma a essayé de réfléchir sur les analogies entre des situations qui relèvent de la psychiatrie, sous la violence subie, et des situations qui relèvent de la violence politique. Podle mého názoru, nepletu-li se, tato teorie se snaží pracovat s podobností psychiatrického náhledu na násilí a násilí, které vidíme v politice. Un des premiers qui est allé dans cette direction, c'est quelqu'un qui a été lui-même déporté, c'est Charles Bettelheim. Jedním z prvních, kdo se tím zabýval, byl Charles Bettelheim, který také patřil mezi deportované. Mais vraiment, maintenant je reviens à la situation là, non, je n'ai pas du tout pensé à la théorie du trauma. A teď se tedy vracím k vaší otázce a k dílu, které jste slyšeli. Skutečně na tu teorii jsem opravdu myslel. Ce qui m'importe, c'est d'accepter de recevoir quelque chose que je n'ai pas du tout prévu. Pro mě bylo důležité přijmout, akceptovat něco, na co jsem vůbec nebyl připraven. Ce type-là, on l'a rencontré dans la rue. C'est un choc, en effet, un trauma, si vous voulez, pour nous. Toho muže jsme potkali na ulici a byl to šok, anebo chcete-li trauma pro nás. Ça nous... Mais moi, j'ai essayé d'élaborer ça, vous voyez, avec les phrases les plus simples. Já jsem se to pokusil zpracovat, jak vidíte, za pomoci co nejjednodušších děl. Au niveau de la vie ordinaire. Jako v každodenním životě. Rozpisoval toto nakousl, mě zajímaly ty ese, jaký je jeho pohled na násilí, nebo jakým způsobem se mě zabývá. C'est vraiment aussi une question difficile parce que la violence, ça recouvre évidemment des choses multiples. To je opravdu velmi těžká otázka, protože násilí má mnoho podob, vyvolává mnoho různých věcí. J'ai envie de faire une réponse un peu de côté peut-être. Rád bych, jestli dovolíte, odpověděl trošičku mimo tu vaši otázku. Si vous permettez, je suis incapable là, je trouve que c'est une très forte question, mais Já myslím, že to je velmi silná otázka, ale voilà, je ne peux pas parler en général de la violence, on ne serait pas capable. obecně o násilí bych toho asi mnoho neřekl, takže Même si le spectacle de la violence infligée à quelqu'un d'autre, mais comme j'espère à tout le monde, insupportable. myslím nicméně, že násilí prostě způsobené nějaké osobě je pro každého nepřijatelné. La violence que subit Ousmane, c'est le risque de mort dans son pays. To násilí, kterému byl podroben Usman, bylo nebezpečí smrti v jeho zemi. Mais c'est aussi en France l'humiliation, A ve Francii unížení, c'est l'impuissance. bezmoc. Vous voyez, un jour, je suis allé dans sa chambre, dans son studio dont je parle, Jednou jsem zašel do té garsonky, o které mluví, et il était là avec il avait avec lui 10 amis, a on tam byl s 10 přáteli, tous des noirs, všichni černí, et pas forcément des gens jeunes. a rozhodně ne všichni mladí. Et j'étais accablé parce que je me suis dit tous ces gens sont des humiliés. A já jsem byl ohromen, protože jsem si říkal, tohle všechno jsou ponížení lidé. Quand je suis entré dans cette chambre, lui, c'est notre famille, maintenant il est devenu un membre de notre famille, mais les autres, ils se sont levés, ils se sont mis debout comme s'ils avaient peur de moi. A když jsem do té místnosti vešel, on byl jako příslušník naší rodiny, my se od té doby
normálně významné, ale ti ostatní se zvedli, jako kdyby ze mě měli strach. Ça, c'est une forme de violence qui est intolérable. A to je podle mého názoru násilí, který je také netolerovatelný. Donc, je vais laisser tomber ensuite une autre réponse. Je pensais à la violence dans le domaine de l'art, dans le domaine de la création artistique. Et je ne veux pas en parler maintenant, c'est trop compliqué. Mluvil jsem teď o násilí v umělecké tvorbě. Pardonnez-moi, je termine là, si vous voulez bien. Takže jestli to takhle stačí. Ještě bych to vyzvedl. Tady známe film Kaše od Hanekého, jestli ho zná pan profesor Kaše, Haneke. Neviděl jsem. Také o problematice násilí ve francouzské společnosti. Ça m'intéresserait de le voir. Zajímalo by mě to. Absolument. Bonne indication, je vais revenir. Merci beaucoup. Děkuji vám za nápad. Vous l'avez micro. Donc, j'aimerais bien savoir comment ça s'est fini avec la personne dont l'histoire vous avez décrit. Si Ousmane a-t-il reçu le visa, comment ça s'appelle? Un permis de séjour. Oui, il a-t-il reçu le permis de séjour? Donc, já bych chtěl vědět, jak to s tou hlavní postavou s Ousmanem dopadlo, jestli nakonec dostal povolení k pobytu. Non, il n'a pas reçu de... Enfin, il a toujours la même situation pour ses papiers. Je to pořád stejná situace, co se papíru týče. D'accord, cette situation dure déjà 3 ans. combien de temps? 3 ans. Ta situace trvá už 3 roky. Pendant 3 ans, les autorités françaises ne sont pas capables de résoudre la situation de cette personne humiliée. Ils ne veulent pas. Ils ne Za veulent 3 pas. roky nejsou francouzské úřady schopny vyřešit situaci těchto ponižovaných osob? Nechtějí. Ouais. Non mais encore un mot là-dessus, si vous voulez. Ousmane, ce que je décris, qui date en effet déjà de quelques... Ce texte que je vous ai lu, je l'ai écrit déjà il y a quelques temps. Mais la situation est toujours la même. Quand nous sommes partis pour venir ici, de chez nous, il était dans la maison. Když jsme odjížděli sem za vámi, tak byl prostě u nás doma. Ta situace je pořád stejná a ten text už taky není nejnovější, jak jste viděli podle dat. Parce que j'ajoute que bon, c'est le hasard, mais c'est un homme que nous trouvons remarquable, c'est devenu quelqu'un que nous aimons profondément. Je to náhoda, ale prostě je to člověk, kterého považujeme za mimořádnou osobnost a máme ho velmi rádi. Nebo si to nechte a předejte to zase někdo jako veslo. Někdo se hlásil, tady nevidím do toho, tak musíte se ozvat, jo, že si chcete mluvit. Já jsem jenom chtěla, jenom francouzsky. Nemusíte francouzsky, mluvte česky, to je kvůli internetovému přenosu. Pardon? Já jsem chtěla jenom poděkovat za takový náhled, když jsem to dobře přečetla a pochopila, že byla řeč o tom, že autor se díval na toho muže jako otec. Že to je... Že to je takové jako možná i dobrý postřeh pro nás, že se díváme na ně jako na neosobní cizí lidi a tohle je takový jako dobrá myšlenka a impuls pro všechny. Děkuji. Non, c'est pas une question, mais j'adhère tout à fait. To není otázka, ale nicméně souhlasím s vámi. J'adhère tout à fait à ce que vous dites. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ousmane a en effet l'âge de mon fils. Ousmane je ve věku vlastně našeho syna. Hlásíte se tam někdo? Tady 2 dámy.
Tak já dosáhnu začnu prosím. Tak já bych s dovolením navazala na to, co už tady zaznělo. Chtěla bych se zeptat, jaký obecně je postoj francouzské společnosti tady k těmhle uprchlíkům. Jestli ten váš přístup je spíše typický pro společnost, anebo je to spíše ojedinělá záležitost. Takový ten soucit a ochota a nějaká touha pomoci. Merci de cette question aussi. Il y a eu des dispositions du gouvernement pour empêcher les Français ordinaires comme moi d'aider les clandestins. Vláda vydala takové dispozice, aby lidem obyčejným jako jsem já zabránila pomáhat uprchlíkům ilegálně. En théorie du moins, selon les dispositions législatives, on peut être puni lourdement pour avoir aidé un clandestin. Podle zákona teoreticky může být člověk poměrně přísně potrestán za takovou pomoc. Une femme a eu, je sais plus quelle, a été inquiétée sérieusement parce qu'elle avait simplement prêté son portable à un clandestin, son téléphone portable, simplement pour ça. Jedna žena měla veliké potíže jenom proto, že půjčila mobilní telefon jednomu z uprchlíků. Donc je trouve la situation à cet égard intolérable, mais j'ajouterais que personne en France politiquement représentatif n'ose affronter le problème. Je to tedy situace, která je nepřijatelná, ale dodal bych zároveň, že nikdo na politické úrovni se neodvažuje tenhle problém řešit. Mais encore, ces situations de migrants qui ne peuvent plus vivre chez eux, soit par la violence extrême, soit parce que c'est la désertification, soit parce qu'il y a effectivement des humiliations insupportables. Cette situation, ce problème devient mondial. Ten problém migrantů, kteří se po světě pohybují z nejrůznějších důvodů, ať už je to násilí v jejich vlastní zemi, nebo šířící se poušť a nedostatek vody. Situace těchto migrantů je po celém světě naprosto strašná. Je pense que jusqu'ici, je n'ai jamais vu un gouvernement au monde aborder sérieusement la question. Až dodnes jsem nepoznal žádnou vládu na celém světě, která by se tou otázkou sériózně zabývala. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit partout des barrières, des barbelés, des murs de plus en plus hauts, dans toutes sortes de régions du monde. Ve všech oblastech světa jediné, co děláme, že stavíme zdi, ploty a ostatní drát. Ousmane n'est pas la première personne qui est habitée chez nous, il y en a eu pas mal. Ousmane ostatně není první osoba, která u nás byla ubytována. Mais il y a 25 ans, on avait comme ça ramassé un Ivoirien, un type de Côte d'Ivoire, sur la route, et il a habité chez nous pendant un certain temps, quelques mois, 1 an et demi peut-être. Před 25 lety u nás bydlel jeden člověk z pobřeží Slonoviny po určitou dobu. Na ulici. Il était venu clandestinement lui aussi. Taky se přistěhoval ilegálně. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de papier. Ale tenkrát problémy s papíry ještě nebyly. Il fallait l'aider pour vivre, pour trouver un travail, mais pas de problème de papier. Bylo potřeba pomoct mu ze začátku s živobytím najít nějakou práci, ale s papíry se tehdy potíže nedělaly. Donc je n'ai pas moi de solution, je ne suis pas un homme politique. Mais je pense que le problème doit être sorti. Já žádné řešení nevidím, já nejsem politik, ale myslím si, že ten problém by se měl brát vážně. Et pourquoi là, quelqu'un comme moi qui n'est rien, pourquoi la littérature là, si c'est de la littérature? Pourquoi? A proč tedy ta literatura na tohle téma? Proč? Parce que je reviens à la question du trauma d'une certaine façon. A vracím se teď k otázce toho traumatu a traumatismu. Moi qui essaye d'écrire, j'essaye d'écrire de la poésie.
Já se totiž snažím se psát poezii. Mais ce à quoi j'ai rapport, quand j'essaye de répondre par la poésie, c'est difficile. A to, na co se snažím v poezii odpovědět. Les choses immédiates. Dans le texte là, je parle de la Loire, par exemple. C'est un fleuve magnifique. To jsou přímé věci. Tady mluvím třeba o Loire, to je nádherná řeka. Je traverse la Loire, je suis dans des endroits que je connais depuis des dizaines d'années. Přejdu Loiru a jsem v místech, která znám už desítky let. Et tout d'un coup, c'est comme tout le monde, les sensations qui vous éblouissent, le vent qui vous vient dans la figure. A najednou jsou to pocity, jaké má každý. Je to vítr, který vám fouká do obličeje, jsou to krásné pocity. Et quand je sais en même temps, quand je découvre qu'en même temps il y a quelqu'un dans une île de la Loire ou sous un pont qui voit les mêmes choses et qui est dans la situation que j'ai dite, c'est insupportable. Ale když zároveň vím, že stejné věmy má někdo, kdo žije na těch ostrovech na Lováře, o kterých jsme slyšeli, anebo někde pod mostem, je to pro mě naprosto nepřijatelný pocit. Alors j'ai éprouvé le besoin, trauma, c'est une sorte de trauma, j'ai éprouvé le besoin d'essayer d'écrire, et là ce sont quelques pages, mais il y en a beaucoup plus, l'intersection entre ce que sent Ousmane et ce que je sens. A já se tedy potom pokouším napsat na těch několika stránkách, tady jsme jich slyšeli pár, ale ty texty jsou mnohem delší. Snažím se zachytit ten rozpor v tom, co pociťuji já a co pociťuje takový Ousmane. J'ai envie d'un texte, d'une écriture, à deux foyers, lui et moi, à égalité. Snažím se napsat takový text, který by měl dvě jádra, on a já, která by se byla rovna. Tak to je. Já mám tady velmi podobnou otázku, už jste na něj i z části odpověděl. A jestli se teda vláda chová tak špatně, že ti lidé se cítí ponížení, jak to bylo v textu, že se chtějí potom všem museli prožít, vrátit zpátky do Darfuru, kde je vlastně už nikdo nečeká, kde můžou i zemřít. Pardon, takže to je otázky jenom. Že se chtějí brát zpátky, kde vlastně nemají nikoho a Il arrive que des gens rentrent en effet et que ce soit pour eux dramatique. Někdy se opravdu stává, že se ti lidé vracejí do zemí původu a je to pro ně velmi dramatické, velmi obtížné. Un jour, à la télévision, j'ai entendu un policier interviewé par une prétendue journaliste. Jednou jsem slyšel v televizi mluvit jednoho policajta, chtěl jsem říct skoro bondu, který hovořil s nějakým takzvaným novinářem. J'appelle prétendu journaliste les journalistes qui font semblant de poser des questions difficiles, qui en réalité les évitent. Říkám takzvaným novinářem, protože patřil k těm, kteří se tváří, jakože kladou nesmírně obtížné otázky, ale v skutečnosti se jim snaží vyhnout. Voilà le dialogue, si je peux, le dialogue que j'ai entendu, très bref. A teď vám řeknu dialog, který jsem tam slyšel, velmi stručně. La journaliste interroge un policier qui fait des reconduites, ce qu'on appelle des reconduites à la frontière. Novinářka se ptá policajta, který se zabývá takzvaným zpětným odvozem na hranici. Et le policier lui dit, brave type, il lui dit, ah mais moi, oui, je fais un sale métier. A statečný policista jí odpovídá, ano, dělám takovou špinavou práci. Mais enfin, je ne les envoie pas dans un camp de concentration, je les reconduis chez eux. Ale na druhou stranu, když přece já je neodvážím do žádných koncentráků, já je vracím domů. Et là, l'interview était finie. A tím interview skončilo.
Et la question c'était ça, qu'est-ce que c'est chez eux? A otázka je právě v tom, co to je pro ně domů. Qu'est-ce qui les attend chez eux? Co je tam čeká. Ousmane, s'il rentre chez lui, comme on dit chez lui, il n'y a plus rien, ça a été détruit. Hein, ça a été ravagé, incendié, il ne sait pas si ses sœurs, si sa mère n'ont pas été violées, tuées, il ne peut même pas le savoir. Usman, kdyby se vrátil takzvaně domů, nenajde tam nic, všechno bylo zničeno, spáleno, jeho příbuzní sestry znásilněny, zemřeli, nikdo nic neví, nic by tam nenašel. S'il rentre chez lui au Soudan, si on l'envoie chez lui au Soudan, il sera envoyé à Khartoum, la capitale du Soudan. Vrátili by se domů do Sudánu, byl by poslán do hlavního města Khartoumu. Et là, il sera mis en prison. A tam by byl uvězněn. Et là, il a beaucoup de chances de disparaître en prison. A je smutná naděje, že by někde ve vězení zmizel. Tak pokud nikdo už nemá žádnou otázku, ne, že bych to chtěl násilím ukončovat, ale nevím, kolik je. Ještě byste se mohli chvilku ptát. Ještě tak tohle bude poslední otázka, jo? Jo. Já bych se zeptal ještě k té francouzské vládě, že vy vlastně kritizujete tomu postoji k těm uprchlíkům, a jestli to není třeba taky tím, když před několika lety byly velké nepokoje těch přistěhovalců afrických nebo arabských. Když hořely auta v ulicích, bylo toho plné zprávy. A když vlastně porovnával 70. léta, kdy ten problém nebyl získat ty papíry, že teď je problém získat ty papíry právě kvůli tomu, že ta nálada v té francouzské společnosti je taková. Écoutez, à mes yeux, ça n'est pas du tout le même problème. Podle mého názoru to vůbec není ten samý problém. Les clandestins comme Ousmane n'ont rien à voir avec ceux qui ont créé ces incidents dont vous parlez. Ilegálové jako Usman neměli nic společného s těmi lidmi, kteří způsobili ty boje v ulicích, o kterých mluvíte. Ce sont des populations qui n'ont quasiment pas de contact. Tyhle ty dvě společenství nejsou prakticky v žádném kontaktu spolu. Les gens dont vous parlez, ce sont des gens des banlieues. Lidé, o kterých mluvíte, to jsou lidé z předměstí. Qui, en général, ne sont pas du tout des immigrés, surtout pas des clandestins. A to už nejsou žádní imigranti a rozhodně ne ilegálové. Ils sont en général les jeunes, des enfants nés en France, français bien sûr, et nés de parents qui ont appartenu aux ex-colonies françaises. Nous avons eu tout de même des colonies. A to většinou jsou lidé narození ve Francii, mládež, děti těch, kteří pocházejí z bývalých francouzských kolonií. Ale jsou to Francouzi. Toute une histoire de colonisation, de décolonisation, semi-décolonisation et donc de circulation de population liée à ces phénomènes. Les clandestins dont je parle n'ont rien à voir avec ça. Čili tito ilegálové, o kterých jsme si povídali až doteď, nemají s touhle společností nic společného. To jsou lidé, kteří vznikli na základě kolonizace, dekolonizace, polodekolonizace a tak dále. Je to takový kruh putování obyvatelstva, ale ilegálové v tom nejsou. Ce n'est pas parce qu'il s'agit, par exemple, pas forcément d'ailleurs, mais il s'agit souvent de noirs, en effet, qu'il s'agit, comme dans le cas de Ousmane, de quelqu'un qui parle arabe, qu'il appartient
aux Noirs, aux arabophones qui relevaient de la colonisation française autrefois. Je tady jeden společný matoucí znak, že by se mohlo jednat v dvou případech o lidi barevné pleti a arabsky mluvící, ale to je zavádějící a opět nic společného. Je vais ajouter, on parle plutôt politique, pas politique, mais disons la société. En politice, en společenských problémech. Mais je vais quand même ajouter ceci que... non mais c'est trop long, hein. Je ne sais pas comment ça va aller. Non, je vais dire quelque chose de très naïf presque, mais pour plusieurs raisons dont je ne vais pas parler maintenant, ce qui arrive en ce moment dans l'Afrique subsaharienne est très dramatique, très souvent, en même temps très, j'ose dire, passionnant pour l'avenir, et beaucoup de pays occidentaux ne savent rien en faire. Ne savent pas quoi faire, ne sont pas capables de prendre la mesure de ça. Teď možná něco trošku naivního, ale to, co se odehrává v subsaharské Africe, je něco velmi úžasného svým způsobem a většina takzvaných civilizovaných evropských zemí vůbec neví, co si s tím počnou. Un détail, c'est tout, qui nous ramènera à la poésie. A jeden detail, který nás vrátí zpátky v poezii. Pour des raisons compliquées, je me suis trouvé au sud de la Corée il y a un an, dans le sud de la Corée, je vais souvent en Corée. Z různých důvodů jsem se ocitl v Jižní Koreji, jezdím tam poměrně často. On m'a demandé, c'est presque comique, mais on m'a demandé de présider le jury d'un concours international de poésie. Bylo to před rokem a požádali mě, jestli bych předsedal porotě pro udílení cen za poezii. Dans ce concours, les gens, j'étais presque le seul Européen. Byl jsem v tom téměř samotný Evropan. Dans ce concours, il y avait des Asiatiques, bien sûr, et il y avait des Africains. Byli tam lidé z Asie samozřejmě a také Afričané. Afrique du Sud, Nigeria, etc. Z Jihoafrické republiky, z Nigérie a tak dále. Il y avait un contact là, une espèce de joie créatrice dont l'Europe était complètement absente. Došlo tam k kontaktu a k takovému tvůrčímu splynutí, které v Evropě vůbec neznáme. To je všechno. Tak, merci.